fait mal, man, écoute quand je parle, man. Vous écoutez Angle mort, le podcast qui vous parle de la psychologie que le sport ne vous montre pas. Imaginons un peu la scène. On est un mardi matin, il pleut dehors et ça fait à peine 48 heures que la cérémonie de clôture est terminée. Ouais, le fameux retour à la réalité. C'est ça. Une athlète, fraîchement médaillée d'or, est assise toute seule dans sa cuisine. Le silence de la pièce est lourd, presque étouffant. Surtout quand on essaie de le comparer au rugissement de, 80 000 personnes dans un stade olympique quelques jours plus tôt. Ce silence-là, c'est une violence psychologique que très peu de gens peuvent anticiper. La société entière présume que cette personne flotte sur un nuage, qu'elle a atteint le paroxysme de l'existence humaine. On s'imagine tous que c'est le bonheur absolu. Tellement. Pourtant, la réalité qui se déroule dans cette cuisine, entre une tasse de café tiède puis un frigo qui bourdonne, c'est très souvent l'expérience d'un vide abyssal. Une désorientation totale. Et c'est exactement cette dissonance qui motive notre plongée d'aujourd'hui. On s'attaque à un phénomène profondément troublant qu'on appelle la dépression post-accomplissement ou le vide post-olympique. Un sujet fascinant. Oui, parce que c'est cette perte de sens radicale, cette crise d'identité vertigineuse qui frappe au lendemain de la victoire ultime. Ça peut être une médaille d'or, oui, mais ça peut aussi être la promotion d'une vie ou la vente d'une entreprise. Exactement. Fait que notre mission pour cette exploration, c'est de décortiquer les véritables mécanismes neurologiques et psychologiques qui transforment ce succès ultime en mal-être profond. Et surtout, de voir comment on peut reprogrammer le cerveau pour survivre à cette chute libre. Ce qu'il faut établir d'emblée, c'est qu'on ne parle pas d'un simple petit coup de blues ou de nostalgie passagère. C'est un effondrement systémique. C'est beaucoup plus grave que ça en a l'air. Absolument. Pour vraiment saisir la violence de ce gouffre, il faut remonter à la source et observer ce qui pousse un être humain à s'infliger une charge de travail et de douleur aussi colossale, souvent pendant des décennies, pour un événement qui va durer 10 secondes. Ça soulève la question de la biologie de l'effort. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui justifie, chimiquement parlant, cette volonté de repousser ses limites jusqu'à la rupture? Dans le fond, le désir d'expansion, de croissance est encodé dans notre ADN. C'est un principe évolutif de base. L'inconfort, la douleur et l'effort extrême doivent toujours précéder la récompense et la sécurité. OK, donc on est programmé pour chercher la difficulté. Exact. L'organisme humain est littéralement conçu pour chasser le prochain grand défi. Mais pour soutenir un effort quotidien à une intensité élite pendant 10 ou 15 ans, la simple volonté, ça ne suffit pas. Ça prend autre chose. Ça prend un carburant biochimique lourd. Et ce moteur-là, c'est la dopamine. Ouais, la dopamine a vraiment la réputation d'être la molécule du plaisir. On entend souvent ça. On mange un morceau de chocolat, boum, shot de dopamine. On gagne une course, shot de dopamine. Sauf que cette définition-là est incomplète, voire complètement trompeuse. Des chercheurs en neurobiologie comme Andrew Huberman ont démontré que la dopamine, c'est pas la molécule de la récompense finale. C'est la molécule de l'anticipation et de la motivation. Ah, la nuance est importante. C'est ce qui nous fait avancer, pas ce qui nous récompense à la fin. C'est en plein ça. C'est le produit chimique qui nous fait regarder l'horizon. Pendant des années, le système nerveux d'un athlète ou d'un dirigeant de haut niveau est calibré sur une seule date dans le futur. Le cerveau maintient un niveau de dopamine anticipative de façon chronique. Chaque matin à 5 heures, c'est la dopamine qui l'élève. Oui. Chaque entraînement, chaque sacrifice personnel, c'est financé par cette promesse neurochimique que le jour J va tout compenser. Puis on ajoute à ça le cortisol, l'adrénaline, les hormones de stress. Le corps s'habitue à rouler à 200 km/h tous les jours. C'est devenu son état d'équilibre normal. Et c'est là que le problème commence, à cause de l'adaptation neuronale. Quand le cerveau baigne constamment dans des hauts niveaux de dopamine et d'hormones de stress, il cherche à se protéger de cette toxicité chimique en réduisant le nombre de ses récepteurs. Il s'engourdit d'une certaine façon? C'est ce qu'on appelle la régulation négative, oui. Fait que qu'est-ce qui se passe le lendemain de la finale olympique? Non seulement l'événement terminé et la source de dopamine anticipative est coupée à sec, mais en plus, le cerveau a physiquement plus assez de récepteurs pour capter la joie ordinaire. Je suis fascinée parce que formulé de cette façon-là, ça ressemble trait pour trait à un sevrage clinique sévère. Concrètement, est-ce que le corps réagit littéralement comme s'il perdait subitement sa drogue dure,
après des années de dépendance à la haute performance? Les rapports médicaux et psychologiques le confirment à 100 %. Les symptômes décrits par ces grands performants, c'est la léthargie extrême, la perte d'appétit, l'insomnie, l'irritabilité incontrôlable et une mélancolie noire, ça imite à la perfection les symptômes cliniques d'un sevrage aux opiacés. Wow! Le système nerveux hurle parce qu'on vient de lui arracher la structure chimique qui donnait un sens à chaque minute de son existence. J'aimerais qu'on utilise une image pour bien comprendre. C'est un peu comme si on finançait sa motivation pendant 10 ans avec une carte de crédit métabolique. J'aime beaucoup cette image. Puis on passe la carte tous les jours pour s'entraîner, pour endurer la pression, en se disant que la médaille d'or va rembourser la dette. Mais le lendemain de la cérémonie, la facture biologique arrive et la faillite, elle se manifeste pas juste par de la tristesse. C'est le cerveau qui saisit littéralement notre capacité physiologique à ressentir du plaisir. Cette analogie de la carte de crédit est redoutablement précise. Et la tragédie, c'est que ce naufrage biologique est immédiatement amplifié par un désastre purement psychologique. On tombe dans le piège de la fausse promesse. L'illusion qu'on s'est construite mentalement pendant tout ce temps-là. Exact. C'est ce que le psychologue Tal Ben-Shahar appelle l'erreur de l'arrivée, l'arrival fallacy. Puis Ben-Shahar l'a pas juste étudié en laboratoire, il l'a vécu. Ah oui, il était athlète, lui aussi. Oui, jeune. Il était un joueur de squash de niveau élite. Il s'était convaincu que s'il remportait le championnat national, sa vie serait complète. Fait qu'il gagne le championnat, il célèbre pendant quelques heures, puis il rentre dans sa chambre, s'assoit sur son lit. Et le vide total. Avec effroi, oui, il réalise qu'il se sent complètement vide. L'erreur de l'arrivée, c'est cette croyance tenace et irrationnelle selon laquelle accomplir un objectif majeur va générer un bonheur permanent, que ça va régler tous nos tourments intérieurs. C'est le dangereux processus du si à l'heure. Si j'obtiens cette promotion, alors je serai enfin respecté. Si je gagne cette médaille, alors mes problèmes d'estime de moi vont s'évaporer. On conditionne littéralement notre droit d'exister à un résultat. Mais sans. Et la culture moderne d'hyperproductivité encourage cette distorsion cognitive-là. On attache la valeur intrinsèque de l'individu à ce qu'il produit. Prenons le cas d'un haut dirigeant d'entreprise qu'on pourrait appeler Caleb, par exemple. Donc, on sort du sport. Oui, c'est pas un athlète, mais la mécanique est identique. Caleb s'était fait refuser une promotion par le passé, une humiliation qui a brisé son système de croyances. Il s'est juré de devenir vice-président, peu importe le coût. Il a dû travailler sans arrêt. Il a doublé les revenus de son département, il a sacrifié ses soirées, ses fins de semaine, et tranquillement, il s'est aliéné sa propre famille. Pour lui, le titre de vice-président, c'était une armure. Il croyait fondamentalement que le jour où son nom apparaîtrait sur la porte, il serait transformé en un homme nouveau, intouchable. Et vient le grand jour. Le courriel officiel est envoyé à toute l'entreprise. On débouche la champagne. Mais j'imagine que l'euphorie dure pas longtemps. 48 heures plus tard, Caleb retourne à son bureau et la réalité le frappe de plein fouet. Il est exactement la même personne, avec les mêmes insécurités. Les problèmes n'ont pas disparu. Pas du tout. Les jeux politiques corrosifs de la business n'ont pas magiquement disparu. En fait, avec son nouveau poste, c'est pire. On exige maintenant de lui le triple des résultats de l'année d'avant. Et surtout, il regarde autour de lui et réalise qu'il doit accomplir tout ça avec une équipe complètement brûlée, cynique et démoralisée par le rythme infernal qu'il a lui-même imposé. Fait que le titre était juste un mirage? Rien n'a été racheté. Il se retrouve avec de la colère et un sentiment de trahison face à lui-même. C'est fou parce que ce phénomène d'adaptation-là s'applique même quand le succès demande aucun effort, quand c'est un pur coup de chance. Les études sur les gagnants de la loterie sont stupéfiantes à ce sujet-là. Ah, les fameux gagnants de loterie, oui. Ces gens-là deviennent multimillionnaires du jour au lendemain, puis pourtant, à long terme, leur niveau de bonheur n'est pas plus élevé que celui de leurs voisins. Pire encore, à cause de la modification brutale de leur point de référence, ils tirent moins de plaisir des petites joies de la vie comme prendre une marche ou manger un bon repas. C'est l'adaptation hédonique dans toute sa splendeur. C'est la grande tragédie de la prévision humaine. Le cerveau est extrêmement mauvais pour anticiper la durée et l'intensité des émotions futures. On surestime toujours l'impact à long terme d'un événement positif en oubliant que notre capacité d'adaptation va rapidement normaliser ce succès-là. C'est un peu comme courir sur une roue de hamster qui tourne de plus en plus vite. On court vers un mirage et l'épuisement finit par provoquer une crise existentielle quand on réalise qu'on fait juste du surplace. Exactement. Donc, si un vice-président comme Caleb s'effondre après une promotion qui lui a coûté quelques fins de semaine et quelques nuits de sommeil,
Qu'est-ce qui arrive quand on multiplie cette pression-là par 1000? Quand un individu n'a pas juste travaillé tard, mais a sacrifié son enfance, son adolescence et sa vie sociale entière pour une course qui dure moins d'une minute? C'est là que le sport d'élite agit comme une lentille grossissante impitoyable. Dans ce milieu-là, on parle plus juste d'une erreur d'arrivée ou d'une crise de la trentaine. On observe un phénomène clinique appelé l'enfermement identitaire ou identity foreclosure. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'enfermement identitaire? Ça veut dire que l'individu s'investit tellement dans le rôle exclusif de l'athlète, avec un grand A, que le reste de sa personnalité est atrophié. Toutes les autres dimensions de son identité sont mises sur pause. Alors le jour où les Jeux se terminent, l'échafaudage s'effondre. Il reste plus rien. Le rôle disparaît et la personne fait face au syndrome du petit soi, l'impression terrifiante de cesser d'exister. Et les exemples manquent pas, même parmi les plus grands de l'histoire. Michael Phelps, le nageur le plus titré de tous les temps, ou Alison Schmidt ont parlé ouvertement de leurs épisodes de dépression majeure après les Jeux. Et ce qui est troublant, c'est que ça n'a rien à voir avec le fait de perdre. Absolument pas. La cycliste britannique Victoria Pendleton a dit un jour quelque chose qui donne des frissons. Elle a avoué qu'il était presque plus facile, psychologiquement, d'arriver en deuxième position. C'est une phrase d'une lucidité incroyable. Pourquoi c'est plus facile d'arriver deuxième? Parce que la défaite partielle, ça fournit un script instantané pour les 4 prochaines années. On sait ce qu'on a à faire. Exact. On sait ce qu'on doit corriger, l'objectif reste intact, l'identité a encore une utilité. La victoire ultime, la médaille d'or, elle, brûle le script. Il n'y a plus rien à améliorer, plus de montagnes à gravir. La victoire totale engendre un vide total. Il faut aussi parler de la dissonance cognitive extrême générée par l'environnement olympique lui-même. Il y a cette étude fascinante menée auprès des athlètes féminines britanniques après les Jeux de Rio en 2016. Oui, un document très révélateur. Ça détaille le choc entre la construction de ce qu'on pourrait appeler la célébrité instantanée et la banalité du retour à la maison. La starification pendant l'événement est d'une intensité folle. À partir des qualifications, on place ces jeunes femmes-là au centre absolu de l'univers. C'est le traitement royal. Arriver au village olympique, c'est la démesure. On leur donne des téléphones intelligents de dernière génération, des vêtements officiels exclusifs, des laissez-passer VIP. Il y a des immenses salles à manger ouvertes 24 heures sur 24 où elles peuvent manger des sushis ou un steak à 3 heures du matin si elles veulent. Et on leur remet ces fameuses cartes qui disent « Olympien un jour, Olympien toujours ». Leur ego est nourri et validé en continu. Et après ça, vient le retour. L'atterrissage. Le vol se passe bien, champagne en première classe, accueil triomphal à l'aéroport avec les caméras, puis la foule se disperse. Les médias passent à la prochaine nouvelle. C'est inévitable. Et 48 heures plus tard, cette même athlète-là, qui était traitée comme une divinité à Rio, doit prendre son auto et aller faire l'épicerie pour s'acheter du lait. Et cette tâche anodine, faire l'épicerie, ça devient une montagne insurmontable. Les tâches ménagères semblent dénuées de sens, mais le plus violent, dans le fond, c'est le regard des autres. Les gens oublient vite. Une fois l'événement passé, l'attention du grand public disparaît avec une vitesse cruelle. L'étude de Rio cite l'exemple d'un athlète qui a croisé un livreur et la première chose qu'il lui a dite, c'est « Hey, pourquoi t'as pas couru aussi vite qu'en demi-finale? » Aïe aïe, c'est direct. Une autre prenait le train portant fièrement sa veste de l'équipe nationale. Une passagère lui demande si elle a gagné une médaille. L'athlète répond non et la passagère se retourne, mais fait la conversation, le silence complet. C'est d'une brutalité sans nom et ce sentiment d'aliénation doit être bien pire quand il vient de l'intérieur, même du cercle de confiance de la famille. La famille et les proches sont souvent la source de la plus grande incompréhension. Les parents, qui ont eux aussi sacrifié beaucoup d'argent et de temps, voient l'athlète pleurer sur le divan et lui disent « Mais franchement, de quoi tu te plains? T'es allé aux Jeux olympiques, c'est le rêve d'une vie. Regarde ce que t'as accompli. » Ils comprennent pas le vide neurochimique. Non, et ça génère chez l'athlète une hypersensibilité interpersonnelle. Le conjoint retourne travailler, la vie des autres reprend son rythme normal et l'athlète se sent coincé dans une réalité parallèle, abandonné et surtout coupable d'être triste. Laisse-moi faire un parallèle ici. Au fond, n'est-ce pas exactement le même mécanisme que le fameux blues post-mariage ou le baby blues? Oh, excellente comparaison. C'est une illusion rédemptrice où on s'imagine que l'événement va tout changer. On investit une somme astronomique d'argent, d'énergie et de stress dans un seul événement. Le grand mariage de rêve à 50 000 $ ou l'arrivée tant attendue du bébé. On s'imagine que ça va redéfinir notre existence. Et après? Pour finalement se frapper le nez contre le retour de la banalité quotidienne. Le lendemain du mariage, la vaisselle sale est toujours sur le comptoir et on doit toujours payer le compte d'électricité.
La littérature psychologique valide entièrement ce parallèle-là. Le mécanisme central, c'est l'identification à une version idéalisée, fantasmée de soi-même. La mariée parfaite qui flotte dans sa robe, la mère naturellement comblée ou l'Olympien invincible. On joue un rôle temporaire. C'est un état de grâce artificiel. Lorsque l'événement s'évapore, l'illusion rédemptrice se dissipe et laisse la personne sans protection face à la complexité, souvent plate et ennuyeuse, de la réalité ordinaire. OK, alors la question qui s'impose. Si le crash neurochimique de la dopamine est inévitable sur le plan biologique et que la crise d'identité nous attend tous au tournant après un grand accomplissement, est-ce qu'on est condamné à souffrir? Comment on fait pour atterrir sans s'écraser? Heureusement, on n'est pas condamné, précisément parce que la prévisibilité de cette chute-là nous permet de construire des filets de sécurité. Les psychologues du sport ont développé des cadres très rigoureux. Quel genre de cadre? L'un des plus reconnus, c'est le protocole de décompression de 90 jours, parfois appelé le tampon de 3 mois. C'est un processus structuré pour traverser la zone de turbulence sans détruire sa vie. Mais concrètement, comment on applique ça? C'est quoi la première étape d'un tel protocole? La règle primordiale, la ligne directrice non négociable, c'est le gel des décisions majeures. Geler les décisions. Oui. Pendant les 3 mois qui suivent un sommet professionnel ou sportif, on interdit formellement à la personne de prendre des décisions qui engagent son avenir. On ne signe pas de papier de divorce, on ne demande pas quelqu'un en mariage, on ne vend pas sa maison pour déménager dans un autre pays, on ne quitte pas son emploi sur un coup de tête et on n'annonce surtout pas sa retraite définitive du sport. Mais là, je t'arrête. Si on parle de geler les décisions, mettons qu'un athlète gagne l'or et que 48 heures plus tard, un énorme commanditaire dépose un contrat de 2 millions de dollars sur la table, t'es en train de me dire que le psy lui interdit de signer? C'est réaliste? Non. Il faut nuancer le type de décision. On parle ici des décisions structurelles qui touchent au mode de vie, aux relations intimes et à l'identité profonde. Ah, OK, je vois. Un contrat de commandite géré par un agent, c'est de la business. Ça se signe. Mais décider de renvoyer son entraîneur de longue date ou de quitter son conjoint parce qu'on se sent soudainement détaché de tout, c'est ça qu'il faut empêcher. Parce qu'on est sous influence, dans le fond? Exactement. La logique derrière ce gel est purement physiologique. Le cerveau, en plein sevrage de dopamine et de cortisol, est tout simplement pas un organe fiable. Il n'a pas l'équilibre neurochimique nécessaire pour évaluer les conséquences à long terme. Fait qu'il faut laisser le temps aux récepteurs de se régénérer. D'accord, la nuance est claire, c'est vraiment une question de discernement. Et une fois qu'on a sécurisé le périmètre avec ce gel des décisions, comment on s'attaque à ce fameux enfermement identitaire? On passe en exercice cognitif qui s'appelle la carte d'identité. C'est brutal de simplicité, mais très difficile à faire pour un surperformant. On force l'individu à écrire sur papier 5 rôles spécifiques qu'il occupe dans la société. 5 rôles autres que son sport. Oui, des rôles qui ont strictement rien à voir avec son chronomètre, son titre de vice-président ou son compte en banque. Donc, obliger le cerveau à reconnaître qu'il est aussi, par exemple, un grand frère, passionné de menuiserie, bénévole à la banque alimentaire ou simplement le voisin qui aide à déneiger l'entrée en hiver. Des choses banales, mais réelles. Exact. L'objectif clinique, c'est de forcer la diversification du sens de soi. On vient élargir la définition de la valeur personnelle pour prouver au système nerveux que sa survie d'identité ne dépend pas d'un seul axe de performance. Ça fait beaucoup de sens. Ensuite, on a la 3e phase du protocole, la transition vers les micro-objectifs. Et le piège classique ici, j'imagine, c'est de vouloir remplacer le grand objectif qu'on vient d'atteindre par un objectif encore plus gros et plus absurde, juste pour retrouver le buzz de dopamine. C'est le réflexe numéro 1. L'athlète qui vient de courir un marathon veut s'inscrire à un ultramarathon de 100 km le mois d'après. Le dirigeant qui a eu sa promotion veut soudainement devenir PDG dans l'année. C'est la fuite en avant. Le protocole interdit cette escalade. À la place, on structure la journée de l'individu autour d'objectifs minuscules. Aller courir 1 kilomètre, sans montre intelligente pour se chronométrer, trier un tiroir de bureau, appeler un vieil ami, préparer un repas sain. Donc, si on comprend bien, l'antidote à cette dépression, c'est surtout pas de se jeter frénétiquement dans un nouveau grand projet pour fuir le vide, mais plutôt d'accepter de ralentir pour apprivoiser ce vide-là de façon intentionnelle. On recrée une structure de base pour redonner un sentiment de compétence et de contrôle sans la pression écrasante du macro-objectif. Le mot « intentionnel » est la clé. C'est le fondement de la guérison et de la prévention à long terme. La vraie reprogrammation mentale, ça consiste à découpler son bonheur personnel de la ligne d'arrivée. On doit cesser de voir le but ultime comme un remède existentiel.
Le but doit rester juste un but. Le but, la médaille, la promotion, ça doit être vu uniquement comme une direction sur une boussole pour nous mettre en mouvement. Le véritable sens, la vraie valeur doit être extrait du processus. La résilience qu'on développe face à l'échec, les compétences techniques qu'on affine tous les matins et la profondeur des relations humaines qu'on tisse pendant le voyage. C'est un changement de paradigme majeur qui va complètement à l'encontre de la culture du « le gagnant rafle tout » qu'on nous vend depuis l'enfance. Tellement. On nous martèle sans cesse de garder les yeux fixés sur le grand prix final, mais la réalité scientifique nous dit que c'est le travail invisible du mardi matin qui devrait être perçu comme la véritable récompense. Exact. Si on attache la totalité de son bien-être à la destination, on programme son cerveau pour un désastre émotionnel, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Ceux qui durent dans la haute performance sans y laisser leur santé mentale, c'est ceux qui ont maîtrisé l'art d'aimer la pratique pour elle-même. Ce qui nous ramène à l'image de départ, notre athlète médaillé d'or qui est toujours assise seule dans le silence de sa cuisine, 48 heures après la gloire. La véritable victoire de sa vie, au fond, c'est pas cet objet de métal lourd rangé dans un tiroir. Non, l'objet physique n'a aucun pouvoir intrinsèque. Si l'extase foudroyante de la ligne d'arrivée est finalement juste une illusion neurochimique temporaire, gonflée par nos attentes sociales, alors il faut repenser notre définition du succès. Tout à fait. Si on y pense, la véritable grandeur humaine, la vraie force psychologique, ça réside probablement pas dans le fait de monter sur la plus haute marche du podium sous les flashs de caméra. Ça se passe ailleurs. Ça réside dans cette capacité extraordinaire à trouver la paix, l'équilibre et un contentement profond. Ce fameux mardi matin, quand les projecteurs sont éteints et les applaudissements de la foule se sont tus et que plus personne ne regarde. Trouver la sérénité dans le silence qui suit la tempête, c'est ça le test ultime. Prenez votre mental en main, découvrez nos programmes et services sur le site onewin.ca.